Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rosa Berstein. Bonjour. Bonjour Rosa. Alors, tu avais une ou plusieurs galères d'humoriste à nous raconter ? Oula oui, oh là là, plein. Des galères. Bah, je peux raconter... Est-ce que des bides, ça compte comme des galères ? Absolument. Bah... Un récent vendredi soir dernier, j'ai un peu bidé quand même. Ouais. Je dirais pas où, mais en gros ça se passait dans un lieu un peu chic, un peu style boîte de nuit. Donc je me disais cool, ça avec un public. La clientèle va être un peu. Ouais, un peu woke, un peu hipster. Je me dis c'est des gens qui peuvent être réceptifs à mes rêves, etc. Donc j'étais très en confiance. Et résultat, je m'étais même très maquillée et très sapée, alors que d'habitude, je vais vraiment sur les plateaux au Paname ou quoi en jogging basket. Ouais. Et là, je me suis dit, ouais, non, ça va être un peu chicose. Donc j'ai mis carrément la mini-jupe, le haut à paillettes, les bottes. Enfin, j'avais la confiance, quoi. D'accord. Je me disais, rien ne peut m'arrêter. De toute façon, je suis drôle, je peux me mettre n'importe ce que je veux. Enfin, bref. T'es partie conquérante, quoi. Ah, je suis partie bien trop conquérante. Et il faut plus faire ça. Et maintenant, je ferai plus jamais. Enfin, je trouve que le stand-up en talons, si c'est possible, mais c'est pas pourquoi moi ça me manque. Faut qu'il y ait une raison, en fait, j'ai l'impression. Faut qu'il y ait un rapport avec l'histoire que tu vas raconter ou. Faut être très forte, parce que sinon ça fait la fille qui s'est trop fait jolie, en fait. Enfin, en fait, si tu vends rien, si t'arrives et que t'es très simple, les gens vont t'écouter. Oui. Si tout d'un coup j'ai l'impression que t'es féminine, tu envoies une image de... Enfin, tout va bien dans ma life, quoi. Oui. Alors que moi, comme c'est beaucoup de l'autodérision, ça collait pas, ça crée un peu une dichotomie, mais de pourquoi elle est bizarre, on comprend pas, mais elle est en souffrance ou elle va bien. Enfin, tu vois, il y a un truc qui est pas clair déjà dans le personnage. Faire une vanne sur la tenue. Ouais, j'avoue. Est-ce que j'ai fait une vanne sur ma mini-jupe ou quoi ? En fait, j'aurais pu si j'avais senti, mais dès le départ, l'accueil a été froid. Ouais. En fait, dès le départ, les gens étaient complètement dans le noir. Et je sais plus, donc c'était pendant les grèves, et je leur ai dit ça va, vous allez bien, vous êtes venus comment ? Et en fait, silence, personne répond, personne dit à pied, en vélo, les gens. Et donc résultat, je fais ok. Et en fait, ils étaient vraiment au fond de leur fauteuil dans le noir en mode fais-nous rire. Et résultat, moi j'ai un peu de mal parce que j'ai l'impression qu'il faut. Je suis pas suffisamment forte pour arriver à faire mes one-line. Moi j'ai besoin de leur demander de signer à mon humeur dès le départ. Voilà. Faut qu'eux aussi ils aient envie de. Ça t'a un petit peu décontenancé. Ça m'a un peu décontenancé. Et puis ensuite j'ai fait mes blagues. Et en fait c'était pas. Et puis en fait j'ai pas mal de blagues en ce moment sur les applis de rencontres. Où je me fous de la gueule d'un mec que je rencontre via les applis. Et d'habitude, cette blague marche, on va dire 9 fois sur 10. Oui. Et là, bide. Et en fait, je pense, et je l'ai compris, mais je comprenais pas au moment, parce que je le faisais comme je l'avais fait la veille ou le soir même, et ça avait marché. Et en fait, en sortant, au moment du chapeau, quand j'ai vu les gens sortir, il y avait énormément de mecs dans la salle. Et en fait, c'était des mecs un petit peu prétentieux, un peu école de commerce, un peu NEPAP, etc. Tu vois, qui sont évidemment eux aussi sur les applis, et en tout cas, ils n'avaient pas envie d'adhérer à mes blagues. Et c'est vrai qu'en fait, je pensais que dans ce type de plateau, il y aurait plus de femmes. Et je pense qu'il y aurait eu une mixité où il y aurait eu un 50-50. J'aurais été poussée par des complicités de rire féminin qui auraient réveillé peut-être ceux des mecs. Et là, le fait qu'il y ait que les mecs qui sont en mode... Et puis bon. Puis après, j'ai enchaîné sur mes blagues d'autodérision et ça a fonctionné. Donc je sais pas, mais c'est un peu... C'est un passage mitigé, mais pas non plus un beat total. Je les ai rattrapés sur la fin, mais le début, c'était pas évident. D'accord. Et celui qui est passé après moi a cartonné. Il a eu des rires toutes les 30 secondes, il a eu 2-3 applauses. Et résultat, ça a souligné le fait que... c'est pas... Parce que le pire, Est-ce qu'il avait mieux choisi sa mini-jupe ? Il avait clairement pas de mini-jupe, il était plutôt habillé de façon négligée, mais bon, disons que ça m'a... En fait, le fait que celui d'après moi cartonne autant n'a fait que genre ouvrir la plaie, tu vois. Parce que si le public avait été froid pour lui aussi, oui, j'aurais voulu que pour tout le monde ce soit un peu dur et qu'entre humoristes on aurait pu avoir ce truc de oula, il faut aller les choper. Mais que c'était que dur pour moi, c'était vraiment en mode bah non meuf, tu t'es planté, ils étaient pas avec toi et voilà, et tant pis pour ta gueule. Et après j'étais là, il est sorti ça, j'étais genre bravo et je m'en voulais parce que j'avais l'impression d'être mauvaise quoi et d'avoir voulu de pas. Voilà. La circonstance et puis en plus, je pense qu'on le sait tous,
un sketch qui cartonne, mais tu vois, tu l'as dit toi-même, la blague cartonnait 9 fois sur 10. Ouais, ouais. Si tu tombes sur la fois sur 10 où ça marche pas, faut pas te dire que c'est pas bon. Non, non. Il y a des moments où ça marche, mais d'autres moins. c'est vrai que ce qui est particulièrement, c'est douloureux, soit de bider, et deux, de voir les autres cartonner derrière. Ça, c'est encore plus dur. Il n'y a rien de plus réconfortant que de bider, puis de voir quelqu'un bider après derrière soi. C'est vrai. C'est là où tu te dis, ouf, tu vois. Sinon, prends pas le risque. La prochaine fois que tu bides, sors. Tu vois, tu regardes pas la soirée, et puis voilà. Ouais, tu laisses un espion dans la salle, tu dis je peux revenir ou pas? Tu vois? Non, reviens pas, ils sont en train de faire une standing. Non, mais il faudrait avoir la largesse, l'humanité de pouvoir se réjouir quand même pour ceux pour qui ça marche. Mais... Non, mais je suis comme toi. Tu vois. Mais tu sais, c'est un métier d'ego. Ouais, bah ouais. T'arrives sur scène, tu poses ton ego et c'est comme si les gens t'avaient dit je ne t'aime pas. Complètement. Et après derrière l'autre, oh mais lui je l'aime. Ouais. Et t'as envie de dire mais moi, pourquoi moi vous m'aimez pas? Voilà, c'est ça. Et t'inquiète pas, on l'a tous eu. Moi-même j'ai déjà bidé. Bah tu sais quoi, moi j'ai bidé. En première partie d'un gars, tu vois, on était deux premières parties. Ouais. La première c'était un duo, ils avaient cartonné et moi j'arrive derrière et je fais un sketch qui cartonne partout. Ouais. C'est mon sketch de la fête foraine, celui que je fais d'habitude et tout. Il marche partout et là ce soir-là, alors j'ai pas bidé, mais c'était une grande salle et tout et j'ai eu peut-être 15% de la salle avec moi, 20%. C'était rien quoi. J'étais dégoûté. Ah, c'est horrible. J'étais dégoûté. Et le pire, je dis, mais ils se sont marrés comme des baleines pour les deux gars d'avant. Après, les deux gars d'avant, ils faisaient beaucoup de clichés et tout. Ah ouais. Voilà, on va dire, c'était plus. Après, je dis pas que c'est pas de la qualité. Mais c'était pas stand-up. À mes yeux, voilà. Non, c'était pas stand-up. À mes yeux, c'était beauf. Mais les gens ont aimé. Après, j'en veux pas aux gens. C'est juste que moi, ça me fait mal. J'aurais aimé que mais tout le monde. Mais t'en veux toujours un peu aux gens. Moi, j'arrive pas à ne pas à essayer de me trouver, toutes les explications possibles, d'en parler, de machin, de me dire, de faire une espèce d'analyse sociologique totalement poussée de voilà pourquoi ils n'ont pas aimé, parce que si, parce que ça. Puis parfois, tu retrouves exactement les mêmes publics et ça marche. Donc en fait, c'est très compliqué de faire des stats sur qui aime quoi ou quand, qui est choqué par ça, qui n'adhère pas. Mais parfois, évidemment, tu deviens parano. J'imagine que toi, tu dis ouais, ils aiment pas les rebeux. Moi, parfois, je suis là, non. Enfin, moi, devant un public de beaux français, ça pourrait m'arriver de me dire ah, en fait, ils aiment pas parce que je suis trop parisienne. Ou si j'ai fait une blague sur le fait que j'étais juive, je vais me dire ah, ils sont peut-être un peu antisémites. Enfin, tu vois, alors, je vais aller très loin, quoi. C'est possible, c'est totalement possible de penser ça. Moi, si tu veux, au niveau des rebeux, je vais même te dire un truc. J'ai joué dans un coin, là, il y a pas très longtemps. On m'a dit fais le spectacle et tout, mais on te prévient, ça vote à l'extrême droite. Je dis bon ben d'accord, j'y vais. Et en fait j'ai remarqué que tu vois, il y avait pas mal de racistes dans la salle. Mais et ils tout, étaient bienveillants quand même. En fait ils s'en foutaient. Limite, alors je pense que peut-être qu'ils ont pas eu les mêmes rires que les autres. C'est-à-dire que eux ils riaient pour le cliché genre ah t'as vu les Arabes. Alors que les autres riaient genre ah il est marrant le cliché. Oui ils riaient un peu contre, mais ils riaient quand même. En fait les rires on les prend. Hein. Moi je vais jouer des clichés aussi. Tu vois, je parlais du duo qui faisait des clichés. Évidemment j'en joue aussi. Mais eux c'était vraiment que ça. Ouais, mais en fait, ce qu'on veut, c'est des rires. Ils jouaient des personnages. Moi, si tu veux, voilà, moi, je voulais des rires et tout, donc je pense que même les racistes, quand ils aiment pas les rebeux, s'ils entendent un rebeu qui est drôle, ils vont peut-être moins rire, mais ils vont finir par se laisser attraper, tu vois. Mais par contre, ils iront pas te suivre sur ta page Facebook ou quoi. Voilà, Ils iront pas. Là, si tu veux, ils vont tomber sur toi. Ils iront pas à ton spectacle, mais ils vont. Si tu vois en plateau, ils peuvent se marrer. Oui, voilà, ils s'interdisent pas ça. Mais après, je comprends pour le côté. Parfois, tu deviens parano. Tu te dis ah ouais, moi machin. Je me dis parfois je me dis c'est social. C'est parce que si, c'est parce que ça. Parfois, je me dis c'est parce que j'en sais rien. Je m'étais trop maquillée. Les meufs étaient jalouses. Enfin, je te jure, je m'invente toutes les raisons de la terre. Alors que je dois juste ne pas être marrante. Non mais parfois certains soirs ça ne marche pas. Écoute Rosa, c'est jamais de ta faute. T'inquiète pas, c'est jamais. Jamais. Moi c'est pareil, j'ai jamais de ma faute. Non mais tu sais, il peut y avoir n'importe quoi comme circonstance. Tu sais, des fois c'est bête, mais la température de la salle peut jouer. Ouais. Tu te joues dans une salle un tout petit peu froide ou un tout petit peu chaude niveau température. Tu peux très bien bider, peut-être pas bider, mais ça va baisser la qualité du spectacle. Mais ce qui est très agréable aussi, c'est quand il y a un public dur qui a ri à personne et que toi t'arrives et là tu les fais rire. Ça m'est arrivé la semaine dernière, ça m'a fait encore plus plaisir. Non pas qu'ils rient pour moi, mais parce qu'ils étaient durs. Parce que s'ils avaient été un public sympathique et qu'ils avaient ri pour tout le monde, ça aurait été une bonne soirée, mais je me serais dit bon ils sont cool. Et là c'était vraiment une victoire parce qu'ils étaient durs avec les autres et que moi ils se sont vraiment tordus de rire et je là genre yes, craquer la carapace. Ouais, j'ai réussi. Mais tu sais quoi, c'est aussi dès le départ en faisant des interactions, à vrai dire qu'ils ont adhéré à l'humeur. C'est-à-dire que j'ai parlé de la grève un peu politique, vous machin. J'ai divisé le public en trois en disant on va dire que vous êtes contre, vous êtes pour, vous en avez rien à foutre. Et ils se sont détendus, ils sont rentrés, ils sont pris au jeu. Mais et là, il y avait ce truc d'orgueil, comme tu dis, en sortant de moi ils m'ont aimé. Et c'est pas. Après, je veux dire, si je marche, globalement, je vais être de bonne humeur. Je vais aussi me réjouir pour les autres. Mais si personne ne marche et que moi je marche, ça peut être encore plus agréable. J'ai eu ça une fois aussi. J'ai joué dans un truc. Bon, alors je pense que les humoristes savent de quoi je parle. Je vais pas donner le nom, mais je pense que vous l'aurez reconnu.
J'ai joué dans une scène ouverte de Scientologie. Oh oui, elle est bien connue cette scène, ouais. Je savais pas que c'était de la Scientologie à la base. Moi, je cherchais une scène ouverte le mardi. Et j'ai cherché, tu vois. Et quand j'ai trouvé, on m'a dit « Ah, t'es le bienvenu et tout ». Et j'ai dit « Ok, bon, pas de problème, j'y vais ». Et au moment où je vais pour voir l'adresse, je dis quand même, c'est bizarre parce que le mec au téléphone à la fin m'a dit « Attends, tu fais pas de blague sur la drogue ?» Je dis « Non, pourquoi ?» Et je me suis dit, c'est bizarre qu'on me pose la question. Et là, j'ai senti un truc, tu vois, je savais qu'il y avait un loup. Donc j'ai cherché. Et j'ai vu qu'en fait c'était la Scientologie. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave, ça va être marrant, ça va faire une anecdote marrante. Eux, leur seule restriction c'était sur la drogue. Alors après, ils m'ont peut-être dit genre la vulgarité et tout, mais je leur ai dit que moi c'était pas vulgaire, tu sais, moi c'est de l'humour familial, mais c'est vrai que j'aurais pu parler de drogue. D'accord. Tu vois, je parle du cannabis à un moment dans mon spectacle, j'en fume pas, tu vois, mais j'en parle par rapport au permis de conduire, parce que tu sais que maintenant dans le code ils ont rajouté le cannabis. Voilà, donc j'en parle. Mais ouais, donc là peut-être que ce sketch-là serait pas passé. En tout cas là je leur ai dit non, je parle des téléphones portables et tout, donc je leur ai fait un sketch sur les téléphones portables. Et ce soir-là, on était genre dans la salle, hein. Vraiment, on était genre 14 entièrement, dont 10 artistes. Et les 4 personnes restantes, elles étaient venues soutenir un artiste. Donc c'était très compliqué. On était 4 humoristes dans le tas. Les 3 premiers, ils ont bidé total. Et moi, je passe en dernier, je flippe. Et je monte et je fais mon sketch. Mon sketch, il était quand même rodé et tout, donc ça va. Et je cartonne. Ah ouais. J'arrive à soulever tout le monde, même les gens qui étaient venus soutenir l'autre artiste. Là, je suis sorti de là, Superman. Faut que tu ailles jouer pour les scientologues, alors peut-être que tu... Ça peut être pas mal. Tom Cruise, si tu nous écoutes. Vraiment, en fait, je suis sorti de là, tu vois, je comprends totalement le sentiment que tu décris, parce que je suis sorti de là, tout le monde avait bidé sauf moi. Et là, je te jure, je suis sorti, j'étais Superman. Ah, vraiment. Ah bah ouais. J'étais bien. Mais là, pour le coup, on peut comparer ça à de la drogue, parce que ça te fait vraiment monter. Enfin, c'est une drogue. Tu planes, t'es high, et puis après, t'es heureux, mais ensuite, c'est quand même accompagné d'une forme de descente. Alors, la rechute, elle est d'autant plus sévère quand tu fais un plateau et que ça marche pas derrière. Là, le chaud-froid, vraiment, t'es tout en haut, puis t'es tout en bas. Il est très violent psychologiquement. Enfin, il fragilise. Puis même, en fait, je trouve que c'est dur quand t'es pas sur scène, quand t'es pas en plateau, quand t'as pas un objectif, un truc excitant, de trouver de l'intérêt à juste une journée normale. Moi, tu vois, si je suis pas là à me dire, tiens, dans 1 heure je monte, je vais jouer ça, enfin, tu vois, je me dis, mais elle vaut quoi ma journée? Enfin, tu vois. J'avoue qu'on est tous accros à l'adrénaline, en fait. Ouais, voilà. Moi, ça me l'a fait une fois, j'ai joué sur un plateau, le plateau de Sébastien Marx, qu'on salue d'ailleurs et que j'espère un jour avoir dans le podcast. Coucou Seb. Coucou Seb. Et donc, hello Seb. Hello. Et donc... Hi. How do you do? Ah non, ma tentative d'accent vient d'être ruinée par l'accent parfait de Rosa. Je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Donc en tout cas, non, tu vois, par rapport à ça, j'avais joué donc sur le plateau de Sébastien Marx, qui est le New York Comedy Night. Voilà. Et j'ai joué là-bas pour la première fois de ma vie en anglais. Super. J'avais pris un de mes sketchs, je l'avais traduit, c'était le seul qui était, tu vois, que je pouvais traduire. Parce que il y en a plein, les jeux de mots, ça marche pas. Tu vois. Donc j'ai pris le seul que je pouvais traduire et je suis monté sur scène. Et tu sais, je faisais de la scène depuis déjà 4-5 ans, tu vois. Et quand je suis monté sur scène comme ça, en fait, juste avant de monter, j'ai vu le mec d'avant moi, je crois que c'était Khaldoun, le frère de Noman. Ouais, d'accord, ok. Qu'on embrasse également, on les embrasse tous les deux. Et donc, je regardais Khaldoun comme ça jouer, et quand j'ai entendu qu'il allait terminer, j'ai ressenti un stress que j'avais pas ressenti depuis tellement longtemps. Et j'ai dit, c'est quoi cette sensation? Et en fait, c'était la peur, je retrouvais la peur. Et ça me faisait peur, et en même temps, ça me faisait du bien. J'ai dit, ça fait tellement longtemps que j'ai pas ressenti ça. Là, le fait de monter avec une difficulté supplémentaire, de jouer dans une langue qui n'est pas la mienne, c'était vraiment génial, tu vois. Et donc, je comprends ce côté adrénaline, accro. T'as tenté déjà un plateau en anglais? Ouais, j'ai déjà fait plateau en anglais, et ouais, ça peut être stressant les premières fois. Enfin, en tout cas, je vois tout à fait ce que c'est que ce moment où ton cœur, t'as l'impression qu'il y a plus d'air, enfin, il y a vraiment la sensation du stress, du rythme cardiaque qui s'accélère, t'es là et il y a une part de ça qui est agréable parce que tu te sens vivre, quoi, t'as l'impression d'être vraiment... et il y a une part qui est... Alors, quand tu stresses, que tu as énormément peur et que tout d'un coup tu es sur scène et que ça se passe bien, là, je crois que c'est le max de plaisir. Parce que tout d'un coup, ça vient payer et récompenser la pression que tu t'es mise. C'est vrai. Mais quand tu es détendu et que ça marche bien sur scène, c'est agréable aussi. Mais quand tu t'es mis la pression et t'entends Moi, ça m'est arrivé, par exemple, première partie de Marina Rollman, j'avais très peur, très peur, je l'ai fait au Théâtre de l'Œuvre. J'étais très stressée. Et quand tout d'un coup j'arrive et tu vois je tremblais, j'avais la main qui tremblait et que j'ai les premiers rires, le Théâtre de l'Œuvre qui rit, il y a eu un truc, ça m'a détendu, puis j'avais l'impression d'avoir du miel, du sucre dans tout le corps, un truc de bonheur, enfin c'est très très intense quoi. Mais après bon, en fait c'est trop, c'est dangereux. Faut vraiment faire attention parce que c'est passionnel, tu vois, c'est comme en amour en fait, on dit voilà, la passion, attention, ça brûle quoi. Et c'est vrai qu'avec le stand-up, moi j'essaye aujourd'hui de
d'être un peu plus raisonnable parce que sinon je dors mal, je suis trop angoissée. En fait, ça me mine, ça me mange. Enfin, c'est épuisant, tu vois. Je peux pas tout vivre aussi intensément. Il faut que voilà, il y ait des plateaux où il y ait moins de pression, voilà. Et puis à force de passer sur scène, à force de faire des trucs, à force de s'effrayer, normalement, tu es censé avoir un tout petit peu de moins en moins peur. Mais moi, tu vois, il y a des périodes où je joue tous les soirs, voire plusieurs fois par soir. Et là, je me dis, avec les grèves, ce soir, je joue pas. Demain soir non plus. Et donc, je me dis, attends, c'est quand mon prochain plateau? C'est mercredi et jeudi. Là, ça y est, je suis déjà un peu stressée à l'idée de me dire, il va se passer 2 jours sans que j'aurais joué. J'ai l'impression que plus tu joues, plus t'es dedans en fait, c'est ça ta vie quoi. Mieux tu joues, mais après, je pense que là, oui, 2 jours, si ça fait 2 jours, tu vas pas rouiller en 2 jours, ça va. Non. Si tu m'avais dit j'ai pas joué depuis 2 mois, ah ouais non, mais ça gros stress. Là je t'aurais dit fais-toi un plateau, d'abord un plateau brouillon, tu sais, un plateau tampon. Ouais. Tu vois, pour vraiment te remettre dedans et après va sur tes plateaux officiels. Non, je comprends. Mais c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Ça nous apporte. Moi, je pense que le stand-up, en fait, ça nous apporte nos plus grandes joies et nos plus grandes peines. Tu sais, quand tu bides, ça fait mal, t'as envie de mourir. Et quand tu cartonnes, c'est de l'adrénaline et du plaisir, des endorphines, de tout ce que tu veux, tu vois. C'est vraiment toutes les hormones vraiment du bien-être et tout machin, de la détente. Qui font qu'on lâchera jamais ça, tu vois. Même si on prend le risque de se casser la gueule avec un bide. Moi, je te jure, des fois, je suis sorti de scène quand ça s'est mal passé. Je suis sorti de scène des fois avec le cœur qui me faisait un peu mal. Bien sûr, le cœur serré, tu vois. Mais l'envie de mourir, moi, c'est l'envie de mourir, l'envie de disparaître, quoi. Et puis en plus, la perte de confiance en soi qui suit. En plus, toi, j'ai l'impression que tu as une nature comique, naturellement. C'est-à-dire que en effet, tu es naturellement souriant et rigolo. Et pour moi, j'ai l'impression que toi, t'as une espèce de... Là, je te connais peu, mais on a déjeuné ensemble, donc ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Et t'as une nature joyeuse, tu vois. T'as une humeur, tu souris facilement, t'es plein d'entrain. Et je me souviens du Comedian Chill, t'as quand même pas mal un humour d'observation. C'est-à-dire que t'arrives à observer des situations et voir leur potentiel comique. Moi, je suis dans l'autodérision plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc qui me fout les boules, qui m'énerve ou qui me peine, que je transforme en blague un peu pour avoir moins mal. Mais globalement, la base, c'est quand même un peu la fin. Une souffrance. Ouais, et je pense que je suis très très torturée. Et j'en suis pas fière. Je vois un psy et tout, j'essaie de m'améliorer. Mais quand tout d'un coup, je bide et que ça se passe mal, etc., je peux partir très loin. Enfin, je n'ai jamais fait de tentative de suicide à Abraham Lattar. mais tu sais que ce serait pas possible. Je crois que Blanche Gardin, elle allait parfois en HP, je crois, après des plateaux où en tout cas qu'elle souffrait énormément, paraît-il, quand elle bidait, elle le vivait vraiment extrêmement mal. Ah oui. Alors à l'époque, elle disait non, mais même sans bidet. Ah non, même sans bidet. Moi, je l'avais entendu dans un autre podcast où elle disait que elle devait jouer devant je sais plus combien de personnes dans un festival. Elle n'avait pas encore joué, hein, et elle frappait les murs. À l'époque, elle frappait les murs et elle est venue jouer avec les mains en sang. Waouh. Tu vois, genre elle avait tapé les murs et tout machin. Et donc oui. Mais après voilà, c'est des personnes. C'est ta vie de poète. En fait, malheureusement, c'est comme ça. Tu vas dire, t'as un besoin de monter sur scène et en même temps, c'est une souffrance. Et moi-même, des fois, je pense que comme tout le monde, je me suis demandé à un moment, tu sais, quand tu te vois jouer d'en haut. Tu sais, tu te vois sur scène comme ça. Tu te regardes jouer et des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu jouer? Et en fait, ces soirs-là, faut pas se poser la question, faut se dire j'avance. Et le soir d'après, en général, tu seras tellement bien que tu vas te dire c'est pour ça que je joue. J'ai une question pour toi, Sofiane. Dis-moi. T'es croyant? Oui. Et tu crois pas que ça aide? Parce que tout d'un coup, j'ai l'impression que si tu crois en Dieu et que tu crois qu'il y a un Dieu qui te protège, tu peux dans tous les cas t'endormir avec ce réconfort. Moi, parfois, le fait d'être athée, tout d'un coup, je peux être dans une phase de... Il n'y a plus de sens à rien. En gros, voilà, s'il n'y a pas le public qui te soutient, il n'y a plus personne. En fait, si ma passion ne se réalise pas, si je ne peux pas jouer devant les gens, que ce soit du théâtre ou des films ou du machin, ou du stand-up, des textes, si ça n'a pas lieu, tout d'un coup, ma vie n'a plus aucun sens. Ah, alors je pense... donc je suis croyant, oui, ça bien sûr, mais... Tu penses pas que ça t'aide? Vraiment, là tu vois, c'est la première fois que j'y pense et je pense pas que ça m'aide au niveau genre mieux supporter les bides ou tout ça, ou mieux supporter les moments où je joue pas. Alors évidemment, la religion apporte un sens à nos vies, évidemment, tout le monde cherche un sens à la vie et voilà, moi la religion me l'apporte. Mais au niveau scénique, non, je pense vraiment pas que ça a d'impact.
Pas en tout cas sur ma vie à moi. Moi, ce serait plus le côté, avec l'expérience maintenant, je pense que quand je vais me taper un bide, j'aurai autant envie de mourir que toi. Tu vois, c'est sûr. Mais je vais me dire quoi? Je vais me dire vite, la prochaine, vite. T'as raison. Et après, je monte sur scène et en général, la fois d'après, je sais pas si ça te le fait, mais en général, la fois d'après, tu cartonnes. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une revanche à prendre et ton corps met tous les moyens en œuvre pour que ça se passe bien. C'est des cultures, c'est des éducations. J'ai une amie, elle est un peu superstitieuse, un peu rebelle. Elle aime pas se plaindre. Elle aime pas tout ce qui est un peu loose, elle aime pas ce qui est trop noir, elle aime pas ce qui peut porter le cafard, etc. Elle dit il faut être dans la joie, tu vois. Et résultat, elle aime pas quand je m'apitoie. Alors que moi, j'ai une éducation un peu les larmes, etc. Et je pense que c'est dangereux. Faut se regarder sur scène, mais il faut aussi se regarder dans la vie. Tu vois, hier soir, j'ai vu un film sur Netflix, là, le film de Noah Baumbach, c'était hyper triste, c'était sur le divorce. Et vraiment, je chialais ma race, tu vois, je pleurais. Et en même temps, je me disais, cocotte, on serait pas un peu diva, tu vois. C'est-à-dire que je voyais l'émotion, mais aussi le ridicule là-dedans. Et je me dis, parfois, faut être un peu brute. Tu vois, manger, marcher, faire attention et se parler un peu brutalement. Ne pas être toujours « Oh oui, mon Dieu, mais quelle tristesse, c'est dur, etc. » Ne pas hésiter un petit peu à se secouer pour aller de l'avant, quoi. Ouais, à se secouer, à se durcir. Moi, en tout cas, j'aimerais aussi, pas me durcir, mais trouver une base générale de confiance en moi plus solide. Pour que ce soit pas un ego surdimensionné suivi de « je me déteste, j'ai envie de me buter ». J'aimerais, de manière générale, de façon plus constante, me dire « je me kiffe quoi qu'il arrive », tu vois. Je vois ce que tu veux dire et je pense que ça ne peut venir qu'avec le temps, tout simplement, toi, à force de jouer. Et ta femme et tes enfants, ça t'apporte pas aussi une forme d'amour nécessaire qui vient quand t'as pas eu la scène? Tu rentres chez toi, t'as ta famille, t'as les sourires les visages de tes enfants. Alors évidemment, j'ai le soutien de ma famille et j'en suis vraiment très content. D'ailleurs, j'en profite pour les embrasser. Mais le truc, en fait, c'est que la scène, surtout cette année, tu vois, je fais une date par département. Donc il y a des fois où je rentre pas chez moi pendant 4-5 jours. Donc ça fait que des fois, je suis seul. Tu vois. Donc ça fait que cet amour-là... Seul dans la chambre d'hôtel. C'est ça. La tu solitude. Vois, cet amour-là qui est très précieux, je ne l'ai pas, ou alors je l'ai qu'au téléphone. C'est pas pareil. Donc je pense que c'est quelque chose, peut-être que c'est un instinct de survie, mais je ne m'appuie pas là-dessus, je ne dépends pas de ça pour continuer la scène. Et heureusement, parce qu'évidemment, si jamais un jour tu peux pas parler à ta famille puisque tu n'as plus de batterie, bah là tu vas te pendre. Non, donc non, j'ai leur soutien et je suis tellement fier quand je joue devant eux, tout ça. Ils m'ont accompagné pour quelques dates, c'était vraiment génial, j'étais fier, surtout que je parle d'eux pas mal dans le spectacle. Donc oui, totalement, c'est une aide pour moi d'avoir leur amour, mais heureusement, c'est pas une condition sine qua non. Parce que je joue beaucoup plus seul qu'en famille en fait. Moi, j'ai quand même vachement besoin des gens, tu vois. Je sais que ma mère... Je l'ai souvent au téléphone, elle vient souvent voir mon spectacle et son amour me porte, sa confiance me porte. En fait, j'ai besoin d'être narcissisée. Tu vois, j'ai une metteur en scène et c'est beaucoup, elle me coach énormément parce qu'elle sait que, en fait, si même je travaillais pas avec cette metteur en scène, je sais même pas si j'aurais un spectacle. Parce que je suis tellement, parfois... violente ou autodestructrice que je vais être là, non mais c'est bon, ça a bidé 4 fois, je m'en vire, voilà, stop, c'est foutu, cette blague là on la retire. Et c'est elle qui, elle est très pédagogique, elle est prof aussi, et elle me dit on continue, on essaye de la dire plus lentement, on met un temps, etc. Et elle a raison et ça marche. Mais si j'avais pas cette présence, si j'avais pas son amour, je sais pas, j'y arriverais pas. Et tu vois, je sens que c'est comme ça pour plein de trucs. Par exemple, ça fait longtemps que j'ai réalisé un court-métrage et une pub. Et à un moment, j'avais écrit un deuxième court-métrage, puis ça s'est pas fait. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais revenir à l'écriture audiovisuelle. D'accord. Mais toute seule, j'en ai pas la force. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un que j'estime et qui, lui... Et pour qu'on crée ensemble. Le podcast, c'est grâce à la rencontre avec Areski beaucoup. C'est lui qui m'a... Et en fait... Areski Sugar, hein, oui, qu'on invite tout le monde, voilà, qu'on salue et on invite tout le monde à suivre ses podcasts. Alors, je ne saurais pas vous dire tous les noms, il en a 14 000, vous tomberez forcément sur un. Voilà, le meilleur podcast. Sugar Free. Sugar Free, exactement, Sugar Free. Il y a aussi Fin de séance, fin comme la fin FIM, voilà. Je crois qu'il en a un aussi sur la bouffe. Donc voilà, de toute façon, c'est quoi, si vous cherchez un podcast, il y en a forcément un d'Areski Sugar et vous allez voir, vous allez aimer. En tout cas, on vous encourage à écouter ça. Et oui, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut quelqu'un qui tout d'un coup, quand l'amour est mis à mal, genre si mais ça dit avec ma metteur en scène, ça arrivait très peu. Ça arrivait juste une fois à Avignon qu'on se dispute. Et
tout d'un coup, alors là, et pour moi, c'est très... Et Kariski, non, mais tu vois, et je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a voilà, il y a ce truc de... Et je me demande si avec les mecs, c'est pas aussi un problème que j'ai. C'est-à-dire que là, récemment, sans rentrer dans les détails, mais je viens de rencontrer quelqu'un, il arrêtait pas de me dire « Ah, t'es belle » et tout, de me faire comprendre qu'il me trouvait intelligente. Et la deuxième nuit, en fait, non, il m'a fait aucun compliment. Et en fait, au lieu de moi de me dire... Et d'ailleurs, je fais la remarque, et je lui dis... Ah, tu m'as pas dit que j'étais belle. Il me dit ah ouais, toi faut te dire que t'es belle tous les jours. et je me suis sentie conne, je me suis dit il a raison, la meuf trop relou. Je me suis dit putain, l'actrice frustrée qui. Non, mais en fait, pense que c'est humain. Je pense que c'est humain. Juste, oui, quand tu rencontres quelqu'un et que tu te livres, que tu te donnes, t'as besoin de. Peut-être que justement il t'a donné une drogue dont tu avais besoin et t'es revenu en mode allez, ma dose. Ouais, dis-moi que je suis belle, j'en ai besoin. Tu vois. Et c'est vrai que quand t'es complexé, quand tout d'un coup t'as pas. Au lieu de tu vois, et comme il me manquait un truc, j'avais l'impression d'être un peu fragile, quoi. Tu vois, et je me dis, c'est pas bien, faut que, tu vois, tu peux pas tout le temps être dépendant de ce que te donnent les autres, quoi. Oui, mais malheureusement, on est dans un métier où justement on est dépendant de ça. Tu sais, le t'es belle, sur scène, c'est les gens rigolent. Donc quand les gens ne rigolent pas, tu dis ah mais vous m'aimez pas en fait. Et c'est ça, c'est dommage. Mais on est comme ça, on est dépendant de ça, on est dépendant. Mais on est de toute façon clairement, je pense que tu seras d'accord avec moi. Si on était bien, on est des hypersensibles. Et si on allait bien dans nos têtes, on ferait pas de scène. Tu vois, donc je suis d'accord. Donc c'est comme ça. Je suis d'accord, mais d'ailleurs il m'a fait remarquer, il m'a dit t'es un peu folle, t'es un peu prise de tête. et j'étais là genre. On salue la sincérité du garçon, hein. Il est un peu cash quand même. Grave. Et j'étais là, peut-être, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En même temps, oui, mais après, tu vois, si tu cherches une meuf pas prise de tête, j'en sais rien, oui, certainement, ça sera pas moi. La prends pas sur scène alors, la prends pas sur scène aussi. Humoriste. Quelqu'un qui monte sur scène a forcément des névroses, des trucs plus ou moins prononcés, évidemment, tu vois, on a tous des styles différents, mais... On a tous quelque chose. Moi, je vais te dire, je pense que j'ai analysé un petit peu mon besoin de monter sur scène et je pense que tout bêtement, c'est l'envie d'être aimé, quoi. C'est tout. C'est quand j'étais gamin, tu vois, j'étais bouboule, bon, je le suis encore aujourd'hui. Et en fait, entre les deux, je passais par une période de maigritude. Et donc, au collège, j'étais le gros bouboule et tout, machin. Et puis, voilà, quoi, j'avais pas vraiment l'amour des autres, j'étais pas populaire ni rien. Et je me suis rendu compte d'un truc, punaise, je jure, je me livre comme pas possible aujourd'hui. Je me suis rendu compte d'un truc, je te jure, j'y ai réfléchi, je l'ai analysé. C'est quand j'étais, je crois, en 4e ou en 3e, il y avait une prof qui avait voulu genre baisser l'écran du rétroprojecteur. Et l'écran est remonté d'un coup, elle a failli se blesser, tu vois. Du coup, tout le monde a fait « Waouh », tu sais, on a été surpris. Et la deuxième fois, quand elle l'a descendu, moi, pour déconner, j'ai fait « Attention », c'est juste ça. Je m'attendais pas à avoir une standing ovation non plus. Mais c'était marrant, tu sais. Genre, je pensais que les autres allaient faire « Arrête, t'es con », tu sais, un peu comme ça. Et ils ont fait genre « tu sais, un peu comme ça. Genre, ta blague a été pourrie. » J'ai dit « D'accord, ok, elle était pourrie, pas de problème. » La fois d'après, c'était un mec de ma classe hyper populaire qui voulait allumer la lumière. Et tu sais, c'était des néons, donc il mettait du temps à s'allumer. Et lui, il allumait plusieurs fois, il faisait « Oh, allume-toi, oh !» La salle morte de rire. Et c'est là que j'ai compris que les gens riaient à la popularité. Ils riaient pas pour la blague, ils riaient à la tête du client. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça. C'est juste, il faut que les gens nous aiment pour qu'ils rigolent. Et je sais pas, je pense que c'est lié à ma présence sur scène aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr, t'as raison. Et aujourd'hui, quand les gens viennent te voir à la fin, tu vois, moi je dis aux gens à la fin de mon spectacle, je leur dis venez, si vous voulez prendre une photo, discuter, vraiment vous êtes les bienvenus, on passe un moment et tout. Et des fois il y en a qui restent avec moi très longtemps et on discute et je kiffe parce que pour moi le spectacle s'arrête pas à la fin. Pour moi, il s'arrête quand les gens ont passé un bon moment et quand les gens, tu vois, genre ils ont senti un véritable échange. C'est pas tu leur as présenté un produit sur scène et après t'es parti. C'est vraiment, il y a eu un échange humain autour. Absolument. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, ça, je trouve que c'est incroyable. Quand tu peux connecter avec les gens, c'est super. Et tu vois, je l'ai aussi beaucoup en tant que spectatrice. Tu vois, quand en fait je vais pleurer à un film. En fait, je trouve ça génial parce que c'est le film de Noah Baumbach, ça m'a vraiment émue, je l'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé la performance de Adam Driver encore une fois exceptionnelle, ou même quand je vois un spectacle de Blanche Gardin, tout d'un coup, voilà, je me dis, en fait, trouver du sens pour moi, c'est vraiment se dire on peut se comprendre. Et je vois tout à fait ce que tu dis quand tu es dans une classe et que tu t'entends pas et que tu n'arrives pas à parler avec les gens, tu peux à un moment être en dehors de la terre, tu peux te sentir un peu seul. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé dans des moments un peu mais de grosse déprime, de regarder les gens
et ne même pas comprendre comment ils faisaient pour être en vie. Tu sais, et tu les regardes dans le métro, tu les regardes marcher, tu les regardes au supermarché, aussi, tu te dis mais pourquoi vous vous butez pas tous? Mais comment vous faites? Mais comment vous faites? Et toi t'es moche, et toi t'es vieille, et moi, tu vois? Ouais, tu vois, je suis passé par une dépression à un moment. Ça a duré genre 2 mois ou quoi, Dieu merci, j'ai pu m'en relever. Mais pendant ma dépression, je regardais les gens et je me disais mais comment vous pouvez être heureux alors que moi je suis si malheureux? Tu sais, c'est idiot, hein, c'est le côté égo et genre vous êtes sérieux, vous êtes heureux là? Tu sais, vous voyez pas comme je suis malheureux moi? Alors que personne ne me connaissait. Je voyais les gens dans la rue, j'étais jaloux. Enfin, pas jaloux, mais j'étais interrogatif. Alors, comment vous pouvez être heureux alors que vous voyez des gens qui souffrent autour de vous? Et je me rends compte qu'en fait, on fait ça tous les jours au final. Quand toi t'es heureux, il y a toujours des gens qui sont pas heureux et tout machin. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est les névroses de l'être humain et voilà quoi. Sinon, niveau galère, tu avais d'autres galères à raconter D'autres galères. En tout cas, je voulais te remercier parce que c'est la première fois que je vais aussi loin dans un podcast. Tu sais, genre vraiment, d'habitude c'est beaucoup moins profond que ça. Merde, mais non, au contraire, ça fait du bien. Ça fait du bien, tu vois, je découvre la vraie âme du podcast au final, donc c'est cool. Non, franchement, j'espère que ceux qui nous écoutent... peut-être que c'est aussi une façon de se sentir un peu moins seul, de savoir que tout le monde parfois a vraiment des périodes. Nous, c'est avec le stand-up, mais peut-être quelqu'un, c'est dans son travail, peut-être que c'est quelqu'un, les gens, tu vois, ou qui à la recherche d'emploi, au chômage, ou des gens qui se sont fait licencier, ou des gens qui travaillent dans des environnements toxiques avec des boss qui sont pas sympathiques. Tu vois, il y a plein de circonstances. Donc je me dis, en fait, aussi, c'est ça qui est cool dans l'exercice du podcast au-delà de la scène, c'est t'écoutes des discussions. Moi, j'adore les podcasts américains et ça m'est arrivé d'entendre des discussions et tu dis, ah oui, en fait, on a tous quand même des angoisses, des craintes. Quoi. Ouais, grave, t'arrives à t'identifier. Moi, je crois que je préfère même les podcasts un peu sincères que quand il y a des blagues toutes les 5 minutes. Parfois, je suis là, oui, ok, voilà, mais non. Après, vas-y, dis-moi qui tu es, quoi. Non, voilà, le vrai, justement, c'est ça l'avantage du podcast, contrairement à, on va dire, à une émission formatée, vraiment un truc très formaté, voilà, ou un talk show ou quoi. Non, vraiment, il faut que ce soit libre et le podcast, c'est fait pour prendre son temps et tout, et pour écouter ce qu'on a à dire et puis se livrer, tout simplement. Moi, je pense que le podcast, c'est une espèce de... Je pense que le podcast, c'est une espèce de journal intime qu'on ouvre pour tout le monde, en fait. Ouais. C'est un journal intime open source, tu vois, c'est un peu ça. Ouais, bah sinon dans les galères de scène, ça m'est arrivé de faire des plateaux très tardifs la nuit, dans des scènes un peu difficiles. Et d'avoir des gens qui écoutent pas, d'avoir des gens qui parlent en même temps que moi ou qui disent on comprend pas ce que tu dis et ils sont un peu bourrés, ils sont pas très éveillés. Faut leur demander d'essayer à jeun la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et mais en fait, à vrai dire, c'est pas très grave. C'est-à-dire que en fait, c'est aussi ça le stand-up, c'est populaire. Donc en fait, oui, c'est pas le public de la comédie française. C'est pas un public sage, c'est un public qui vient naïvement et parfois sur certains plateaux c'est un public difficile. Mais en fait maintenant ça va, c'est pas ça qui va me faire. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que le bide à vrai dire. Je trouve qu'un public difficile ou qui écoute pas ou si c'est de la merde qui va un peu être turbulent et puis bon, bah c'est relou. Mais un public qui est là et qui se... Les premières parties c'est pas évident. Oui, parce qu'ils viennent pas te voir toi. Tu vois, Marina Rollman, ça s'est très bien passé, mais j'ai fait la première partie d'un artiste, je ne dirais pas qui. Mais ils étaient pas venus me voir moi et bon, ils étaient encore en train un peu de papoter, un peu de regarder leur téléphone. Et c'est vrai que moi, j'étais très excitée, puis j'étais aussi un peu en confiance parce que juste avant, ça s'était très bien passé, une autre scène. Et froideur. Et j'ai du mal à désamorcer en fait la froideur. Je suis là, bon bah... Ok, que je sais pas quoi. En fait, il y a un moment où j'ai l'impression que l'humour, tu peux pas non plus forcer. Même si les punchs, elles sont là, c'est censé être consenti. Tu peux pas... alors, t'espères que ça va se retourner, qu'ils vont finir par croire à ton humeur et à croire que t'es marrante et à croire que si t'as écrit ça, c'est pour le partager avec eux. Mais s'ils sont contre, s'ils sont pas là pour et s'ils attendent la personne d'après... Et ça revient un peu à l'histoire de ton anecdote au collège avec les gens populaires. C'est aussi que c'est encore plus dur pour nous qui ne sommes pas connus. Alors, les gens connus ont d'autres difficultés parce qu'il y a plus de pression, il y a plus d'exigences. S'ils se plantent, tout d'un coup, le retentissement est beaucoup plus énorme que nous. Carrière, quoi. Voilà, nous, on peut se planter tout le temps, c'est pas très grave. Eux, il faut vraiment tout le temps être impeccable et c'est très dur. Mais parfois, ils ont la facilité d'arriver et d'être... On les connaît. Conquis. Ouais, voilà. Tu vois, même quand j'avais vu Nora Hamzaoui qui rôdait au tout début de son spectacle République, il y avait plein de trucs qui étaient encore un peu verts.
même si c'était déjà top. Mais même dans les endroits un peu de maladresse, les gens avaient un sourire parce qu'ils la connaissent de la télé et parce qu'en fait, ils la connaissent elle et que ça les dérange pas de la voir elle tâtonner, même ça les intéresse. Alors que nous, ils sont là, il faut que ce soit impeccable, tu vois. T'es pas connu, ils sont pas attachés à nous. D'où ils seraient attachés à nous? Sauf si tu joues devant des gens absolument peace and love et qui sont d'emblée très 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 bienveillants. Mais la plupart des gens, ils cherchent un divertissement. Et même s'ils sont cool, ils veulent on attend de ta blague. Et ta blague, elle peut pas être à moitié... Ils sont très exigeants avec nous. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais le dire aussi, s'il y a des spectateurs qui écoutent ce podcast, voilà, vraiment, faut vraiment, je vous assure, donner de l'amour, donner de la bienveillance, parce que c'est une souffrance pour nous de monter sur scène. Ouais. Et dites-vous juste, donnez la chance au produit, tout simplement. Ouais. Ne partez pas avec des a priori. Et nous aussi, on ne doit pas partir avec des a priori non plus, de se dire que ça va être facile ou pas. Il faut qu'on soit là, c'est un rendez-vous et il faut que ça se passe bien, tout simplement, voilà. Mais et parfois tu vois les gens qui sont bienveillants et qui sont là et qui sont souriants et tu te dis waouh. Enfin, il y a aussi des gens, il y a des publics extrêmement curieux, extrêmement et même certainement bien plus bienveillants que moi je l'ai jamais été ou je le serai jamais. Hein. Enfin, tu vois, ça m'est arrivé d'être un public froid. Ça m'est arrivé d'être une actrice qui bosse pas, qui est un peu frustrée, qui va voir au théâtre une amie qui cartonne dans une très belle pièce, dans un très beau théâtre, et d'être là au fond, au je sais pas combien de rang, à manger ma tristesse et à pas rire et à pas sourire et à pas apprécier parce que je serais trop jalouse. D'accord. Donc je sais. Donc en fait. Mais aujourd'hui, c'est ce que je trouve le plus glauque. Une fois, après une représentation qui s'était très bien passée, il y avait un acteur, il était là, puis je sais pas, il riait pas trop, et je me disais, oh waouh, tu renvoies tellement de la loose. C'est pas classe de faire la gueule, tu vois, c'est prétentieux et c'est un peu triste, quoi. Et ça donne même pas envie de creuser après pour découvrir la personne. Non, c'est quelqu'un qui veut répandre sa loose et c'est en fait, mais moi j'ai été cette personne. Il y a des gens qui sont pas à l'endroit peut-être de notoriété qu'ils visent, mais tout ça c'est de l'ego et il faut bosser, quoi. Il faut bosser à contrôler son ego et à rester, à mon avis, dans l'apprentissage. C'est-à-dire que pour moi c'est la clé, c'est le travail. C'est-à-dire tu te dis progresser, travailler, faire confiance au temps, ne pas être et voilà, et avoir des gens au-dessus que tu admires et dont la parole t'inspire. Moi qui suis pas religieuse, j'ai vraiment besoin de gens comme Blanche Gardin pour éclairer la voie, entre guillemets, me dire voilà ce vers quoi je tends, tu vois, cette lumière, cette sagesse, ce talent, quoi. D'accord. Ouais. Eh bien, écoute, j'espère que Blanche Gardin nous écoutera et qu'elle viendra dans mon podcast comme dans le tien. Clairement. Et oui, et puis tu as totalement raison, c'est vrai qu'on a besoin de gens qui nous inspirent et puis d'être sincère, dans une démarche sincère et de partager avec les gens tout ça et d'être ouvert et de ne pas renvoyer cette image de loose dont tu parlais tout à l'heure. Donc oui, c'est... Malheureusement, on a besoin peut-être des fois d'un déclic, le déclic que toi tu as eu pour s'en sortir. Ouais. Maintenant, je sais que toi, si jamais un jour tu vas dans une salle et que tu ressens encore que tu es comme ça, tu vas t'arrêter d'être comme ça. Tu vas reprendre une bienveillance. En effet, ouais. Voilà. Et ça, c'est le plus important. On peut faire amende honorable et ne pas recommencer les erreurs. On a tous été un jour peut-être mauvais public ou quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est l'être humain comme ça et l'essentiel, c'est qu'on apprenne de nos erreurs, tout simplement. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi? Tous les samedis à 20h au théâtre La Petite Loge, dans le 9e, aux 2 rue La Bruyère, métro Saint-Georges au Pigalle, jusqu'à fin décembre, et également à partir du 11 janvier jusqu'à fin mars. Vous êtes vraiment les bienvenus. C'est 10 € la place sur billet réduc, et c'est un tout petit théâtre de 25 places, donc c'est vite complet, donc n'hésitez pas à réserver. Mais voilà, ça me ferait très plaisir. Je suis très heureuse de ce nouveau spectacle que je rôde, et toi aussi d'ailleurs, Sofiane, si un de ces quatre est à Paris, n'hésite pas, tu me dis, et ça serait chouette d'avoir tes retours. Merci beaucoup. Franchement, j'attendais de pouvoir venir voir le spectacle pour en dire un petit peu plus. J'ai découvert ton univers du coup au Comedian Chill. J'ai envie de voir ce que ça donne sur une heure. J'ai vraiment envie de voir. Des fois, on a des belles surprises et tout comme ça. Ton univers, ça m'a intéressé vraiment, ce côté autodérision, un petit peu autodestruction. Quelque part, c'est un peu ça, tu vois. Mais vraiment, tu le joues bien et on a envie d'écouter la suite. Donc je veux venir voir ça. Et moi aussi, j'aimerais venir voir ton spectacle. Avec grand plaisir. Et m'inspirer de ton parcours pour faire aussi plus de dates en tournée. Non, c'est vrai. Ça, franchement, j'essaye d'en booker. C'est beaucoup de travail, mais tu disais travail, tout simplement. Si tu travailles, si tu veux jouer quelque part, tu appelles, tu envoies des mails à fond et tout est faisable. Tout est faisable en vrai. Le travail, tu vois, la seule limite, c'est toi au final. Tu vois. Voilà, c'est ce que je me suis dit avant de faire cette tournée de dingue. Et Dieu merci, j'ai réussi à la clôturer donc entre le 1er janvier et le 22 décembre 2019.
2019, pardon. J'allais dire 2020. Non, je suis pas encore. Non, dans le turfu, là, dans le turfu. Non, donc entre le 1er janvier et le 22 décembre 2019, donc j'ai fait 94 départements, les 94 départements de France métropolitaine. J'ai fait toute la France, sauf la Corse. Voilà, ça, ce sera peut-être sur une autre tournée. Mais en tout cas, voilà, je l'ai fait à côté de mon boulot, donc c'était un peu compliqué, mais tout est faisable et j'ai hâte de te voir à Bordeaux. Ouais, bah très bientôt, carrément à Bordeaux. Mais Moi oui. aussi, j'aimerais beaucoup Mais aller. viens, on a notre scène ouverte le jeudi, voilà, et puis donc ça s'appelle le Gavé Style. Ok. Et donc n'hésite pas, si tu veux venir jouer, t'as 10 minutes devant un public chaleureux de 80 personnes, c'est plein tous les jeudis, c'est super. Quoi. Ouais, carrément. On peut te retrouver également donc, sur les réseaux sociaux, donc Rosa Berstein. Rosa Berstein, @Rosa Berstein, donc sur Instagram ou sur ma fanpage Facebook. Twitter, j'y vais jamais. Ok. Insta, j'y suis souvent. Mon nom de famille, BURSZTEIN, mais j'imagine que dans la description, les gens pourront retrouver. Je mettrai le nom, t'inquiète pas, je mettrai toutes les lettres de l'alphabet comme ça. Et j'ai aussi mon podcast, Les mecs que je veux ken, où j'invite pas mal d'humoristes, d'acteurs, de youtubeurs, de réalisateurs avec qui on parle stand-up, amour. Et je pense qu'un de ces quatre, je ferai une saison 2, Les meufs que je veux ken, justement, pour inviter Blanche Gardin, Marina Rollman, toutes ces nanas hyper fortes. Ah bah oui, bien sûr, on manquera pas ça. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etaï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous dis à très bientôt.